Bienvenue les gens, bienvenue au podcast HeroNoCap, là où les héros sont à portée de nous. Le but de l'émission est de vous présenter une personne qui a un impact positif dans sa communauté et sa société, présentée comme un super-héros. Ma première invitée est Marley Pinto da Silva, ergothérapeute de diplômée de l'Université de Montréal. Avec Marley, nous allons discuter du fléau de la santé mentale et des problèmes quotidiens des personnes, décortiquer l'impact de la COVID-19 sur ces personnes, l'enjeu des minorités culturelles et ethniques, comment échapper à la déviance et comment enlever la stigmatisation. Venez voir le héros que j'attribue à Marley à la fin de l'émission. Bonne écoute. Alors, bienvenue à l'émission Hero No Cap. Dans le fond, le but de l'émission, c'est de parler avec des gens qui ont un impact dans leur communauté, dans la société, qui font face à de la déviance, à la stigmatisation également, mais qu'on ne voit pas dans les médias de tous les jours, qu'on n'en parle pas, qui ne sont pas nécessairement habillés en collant et en cap à support le monde, mais ils sont là, ils sont présents. Alors, voici mon invité de cette semaine. Présente-toi. Allô, une super héroïne, nice, j'aime ça. Avoue que t'aimes l'idée, non? Ah, j'adore ça. Donc, je m'appelle Marley, Marley Pinto da Silva. Je suis ergothérapeute. Donc, je travaille avec des gens qui sont en arrêt de travail pour diverses raisons, notamment en santé mentale, des difficultés au niveau de la santé mentale, que ce soit de la dépression, un épuisement professionnel, des troubles anxieux. Mais aussi, je travaille avec des gens qui sont en arrêt pour des accidents au travail, qui sont référés par la CNSST, la SAG, des choses comme ça. Donc, je les vois dans un contexte de réadaptation, puis pour les ramener à être capables de retourner au travail. Donc, je vois du monde adulte, de tous les backgrounds possibles et inimaginables, que ce soit des cadres gestionnaires rich ou des personnes qui font des ménages. On peut vraiment avoir de tout type de personnes. Fait que c'est ce que je fais de mon quotidien, 5 jours sur 7. Yes. Temps plein. Je me rappelle même quand je te texte ou que je t'appelle, je suis comme, OK, là, être au travail, il faut que je l'appelle en 4 heures, que m'a cogné le trafic de la Rive-Sud. Ouais. Non, mais je suis chanteuse, par contre. J'ai un horaire bien steady, là, pas comme toi, là, à travailler jusqu'à 11 heures le soir. Parle-moi ça pas. Un jour, on va y arriver, je vais juste avoir mon poste, m'installer puis connaître mon horaire par cœur. Mais on n'est pas là, man. Mais pour de vrai, Marley, comme, qu'est-ce qui pourrait, comme, tu sais, on s'est connus, toi et moi, qu'on a déjà parlé pour dire que tu étais dans ton processus de devenir ergothérapeute, tu sais. Mm-hmm. Là, tu travailles là-dedans, mais pourquoi, tu sais? Comme moi, tu sais, en tant que personne qui travaille aussi en relation d'aide, pourquoi? Toi, tu travailles dans la Pourquoi? relation d'aide. Wow. Je pense que je sais que je vais être en relation d'aide depuis, je sais pas, depuis tellement longtemps. Depuis que j'ai comme 10 ans. Je sais pas. Depuis que mes parents, il y avait des problèmes de couple, puis c'est à moi qui venait parler, puis que j'essayais de mingle, puis de les aider. Fou, depuis que j'ai 10 ans, là, facilement. Ouais. Depuis, c'est fou qu'on dit que les gens dans la relation d'aide, c'est parce qu'ils ont vu ça, connu ça d'une certaine façon. Comme qu'on dit qu'il faut être un peu fucké pour travailler avec des gens fuckés. C'est ça, c'est ouais. le bagage à nous autres. J'entends souvent ça, puis des fois, je considère pas que j'ai vécu nécessairement des situations, tu sais, comme ce que mes clients peuvent vivre. Puis des fois, tu sais, le syndrome de l'imposteur qu'on peut vivre, surtout en début de carrière, quand j'ai avec moi des personnes qui sont des adultes, qui ont leur vie devant eux, ils ont des familles, ils ont plein de problèmes que je connais pas encore parce que je sors de l'université, puis je suis genre... Et ça, c'est d'aider ces gens-là. Je pense pas qu'ils ont toujours besoin d'avoir nécessairement vécu ce que d'autres personnes vivent pour avoir de l'empathie, puis une bonne écoute, puis de pouvoir les aider. Tu sais, ça va dans le même sens que de pouvoir aider des personnes qui vivent... je sais pas, là, des choses qui sont ils sont plus marginaux, qui vivent pas, que ce soit du racisme, que ce soit des, tu peux parce que tu le vis pas nécessairement upfront que tu peux pas être empathique face à ça, puis un allié, puis aider le plus que tu peux. Et que je trouve que c'est un peu le même feeling que j'ai quand je fais de la relation d'aide. Je dis jamais que je connais mieux qu'eux, qu'est-ce qu'ils vivent, là. Jamais, là. Mais en plus, c'est ça, toi, en tant qu'ergo, là. Mais c'est comme avec qui t'as affaire, c'est tout type de personnes, c'est comme, ils viennent d'où ces gens? C'est qui là?
Mais pour vrai, c'est monsieur, madame, tout le monde qui passe par une passe rough, qui perdent leur capacité, mais que leurs capacités sont diminuées, puis que ça affecte leur façon de fonctionner ou faire leurs activités. C'est grave? Est-ce que c'est des gens autonomes, pas autonomes? Yo? Moi, j'ai pas compris ça. Comme exemple, moi, tu sais, on me dit, moi, je suis à l'intérieur des centres jeunesse, je sais que j'ai affaire avec des enfants. Donc, selon la loi 38 de la protection de la jeunesse. Ça veut dire que c'est quelque chose avec les parents, ça va pas, on va s'en enfant. Mais toi, là, c'est quoi? C'est sur une loi, comme à qui j'ai affaire? C'est quoi la différence entre l'ergo et un psy? Ben, c'est sûr que dans le domaine où moi j'évolue, la grande différence, c'est que moi, je vais travailler souvent avec un psy. Là, la même personne va me voir moi, puis va souvent voir un psy. C'est si l'atteinte, les difficultés sont sur un plan affectif, psychologique, la plupart du temps, c'est sûr que tant mieux. En fait, je pense que la plupart du temps, c'est nécessaire qu'ils voient un psy si il y a des traumas, s'il y a une difficulté à nommer les émotions, à gérer le tout puis à comprendre. C'est nécessaire d'avoir ce support-là, parfois, dans certaines situations. Moi, de mon côté, je focus vraiment sur le fonctionnement. Parce que des fois, tu peux apprendre à mieux gérer tes émotions, mais dans ton fonctionnement, tu as plein de stresseurs, puis des décisions, des fois, des changements intéressants à faire pour que tu ne revives pas la même situation dans 1 an, dans 2 ans, que tu ne rechutes pas. Je pense que c'est vraiment dans ce contexte-là que je me différencie parce que moi, mon regard il est sur le fonctionnement de la personne, puis sur ses activités, puis sur comment on fait ces activités-là. Puis surtout, ce que je dis souvent, par exemple, quelqu'un qui arrive puis elle a un trouble anxieux, puis ça date d'un trauma que la personne a vécu à l'enfance. Là. Ouais. Mais moi, je vais pas aller ouvrir ces portes-là quand la personne, elle m'arrive, qu'elle se douche pas, qu'elle s'habille pas, qu'elle prend pas, qu'elle mange pas, qu'elle dort tout croche, qu'elle sort plus de chez elle, puis qu'elle s'est isolée, tu sais. Je vais pas, moi, aller ouvrir ces portes-là, ni d'ailleurs la psychologue la plupart du temps, parce que c'est pas le moment. En ce moment, là, en ce moment, c'est faut que tu te reprennes un peu des habitudes c'est juste de base, là, pour te retrouver ta capacité à juste fonctionner dans ton quotidien, puis à ne pas t'enfoncer dans la dépression ou puis notamment comme tout ce qui est quand on arrive au fond du rouleau puis les idées suicidaires et tout. Fait que des fois, comme c'est juste de ramener la personne à sortir un peu du cercle vicieux de la dépression. Ouais. Mais souvent, comme c'est juste après ça que le vrai travail de fond avec une psy va pouvoir se faire, tu sais. Mais je trouve que notre approche en ergo est parfois plus appropriée au début pour sortir, pas plus appropriée, mais peut servir un peu plus dans ce contexte-là, juste de s'assurer qu'il y a un fonctionnement qui va être compatible avec ses difficultés. T'sais, une personne qui est anxieuse ne va pas arrêter d'être anxieuse le lendemain d'un suivi avec une psy ou le lendemain d'un suivi avec moi. Elle va devoir vivre avec son anxiété. Fait que pour commencer, il faut qu'elle puisse fonctionner avec son anxiété. Puis, tu sais, genre pas aggraver sa situation ou se retrouver dans des cercles vicieux puis dans des habitudes de vie qui vont aggraver le tout. Puis un coup que ça s'est placé, des fois, ça vaut la peine après d'aller gratter dans le fond pour savoir d'où c'est que ça vient, toute cette anxiété-là. Si ça vient de quelque part, parce qu'il y en a aussi, des fois, c'est juste génétique, puis tu l'as, puis t'es anxieux, puis c'est ça, là. Mais ça, c'est ça. Mais moi, je suis dans avec ça, qu'est-ce que tu me dis, tu sais. Mais, mais ça vient d'où? Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui cause ces stigmatisations de ces personnes-là que tu vois, que tu sais, tu sais? Pourquoi c'est des gens comme tu dis que c'est monsieur, madame, tout le monde? Moi, je comprends pas, je suis là, ça peut être des personnes, ça peut être des collègues à moi, ça peut être des amis à nous, ça peut être des copains, des copines, whatever. Mais comme, à the end, comme, à la fin, c'est qu'est-ce qui cause ça? T'sais, est-ce que ces personnes sont stigmatisées parce qu'ils sont différents? Est-ce que c'est une pression sociale qu'ils vivent, par exemple? Est-ce que tu as des clients hommes qui, mettons, ils ont des émotions, c'est tough à vivre, on le dit, genre, les rôles, un homme peut pas pleurer, un homme peut pas vivre ses émotions-là, tu sais. Ben ouais. Je te dirais que les hommes que je vais voir souvent, tu sais, si si tu veux voir la différence, comme. Ouais, s'il te plaît, excuse-moi. Tu sais, on dit souvent les femmes
il y a plus de diagnostics de dépression, de troubles de l'humeur chez les femmes. Souvent parce qu'elles parlent plus. On dit souvent ça, là, cette idée que les femmes, ils parlent plus de leurs émotions, donc ils ont des diagnostics peut-être plus souvent en lien avec le fait qu'ils parlent plus, qu'ils vont chercher de l'aide plus souvent avant. Puis la différence avec les hommes qui ont des taux de suicide plus élevés, parce que souvent, en fait, ils parlent un peu moins, ils sont moins à l'affût de tout ça. Mais moi, j'y rajouterais une coche à ça, c'est en plus, dans le contexte où moi je les vois, les adultes que je vois, les hommes et femmes, peu importe, c'est souvent à cause qu'il y a eu un arrêt de travail. Ah ouais. Puis le fait qu'encore aujourd'hui, puis encore dans les générations dans lesquelles on est, le travail chez l'homme, c'est comme 85% de sa vie. OK. Puis de son, ben je dis un chiffre un peu, ça c'est pas tiré de ça c'est tiré de à peu près, là, c'est l'idée que dans un équilibre de vie, souvent les hommes adultes, même avec des familles et tout, c'est dans leur valorisation, puis comment est-ce qu'ils vont chercher leur valeur personnelle, c'est à travers le travail. Ouais. De manière disproportionnée, versus les femmes qui souvent aussi travaillent. Leur travail prend énormément de place aussi, puis ils se valorisent là-dedans. Mais il y a aussi la famille, les amis, la famille proche et éloignée. Ouais, c'est ça. Les femmes ont souvent plus le rôle de maintenir le réseau social autour de le nucléon familial, tu sais. Et souvent, comme si le travail tombe, ben il y a encore les enfants à s'occuper, il y a encore des amis à aller voir ou des parents à s'occuper d'eux, puis tout ça. Donc, il y a comme leur attention et qu'est-ce qui va les motiver et les valoriser malgré le fait qu'ils sont en arrêt de travail, par exemple. Ça peut être tout ça. Mais souvent, les hommes, surtout d'une génération comme l'âge de nos parents, peut-être un peu plus jeunes, puis et plus, là, c'est ceux que tu vois qui arrêtent de travailler parce qu'ils ont une dépression ou quelque chose, ou un accident. Mais après, s'ils ont une femme, puis ils sont encore avec leur femme, puis des enfants, c'est souvent elle qui va prendre la charge après des enfants. Puis il y a le rôle là-dedans. Le rôle des gens. Énormément. Encore, là. Mais c'est sûr, parce que encore, souvent, tu sais, même si quand tout va bien, tous les deux vont bien, dans une famille, il y a 50-50% qui se partagent leurs tâches. Quand il y en a un des deux qui tombe, c'est vraiment là que je trouve que ça ressort comment les rôles sociaux nous caractérisent. Mais c'est pointé par qui? C'est pointé par le partenaire, c'est pointé par les enfants, c'est pointé par qui? Mais c'est ça que moi je pense que c'est plus sociétal à un certain point. C'est parce que je trouve que c'est des gens qui font vraiment des efforts de se sortir un peu de ça puis de partager, disons, 50-50 les tâches. Mais c'est vraiment là que je vois que quand tout tombe, quand eux ils tombent, les pressions sociales refont surface. Puis dans le cas de la dépression, c'est quasiment favorable pour les femmes et défavorable pour les hommes. Parce que c'est favorable pour les femmes, même si ça amène beaucoup d'anxiété, dans le sens où ça les maintient accrochés à quelque chose. OK. Ils vont rester accrochés à leur rôle de mère, à leur rôle de fille, à leur rôle d'amie. Ouais. Mais ça va entraîner beaucoup d'anxiété parce qu'ils se sentent toujours trop fatigués pour tout ce qu'ils ont à faire. Puis ça, c'est beaucoup le discours que j'ai de mes femmes en dépression. Mais les hommes en dépression, c'est genre des déchets, là, comme. C'était le travail, puis là, ils ont toutes les excuses un peu de comme. Ils n'ont plus rien qui les rattache. Fait que la dépression les hit hard, là. Ouais, c'est ça. La dépression les hit hard. C'est tellement dur de les mobiliser parfois. Puis moi, mon rôle, c'est de mobiliser les gens dans ce qu'ils font, dans leurs activités. Fait que là, ça crée souvent genre des hommes qui sont pas motivés, ils se sentent pas valorisés dans leur rôle de père, ils se sentent pas valorisés dans leur rôle de quoi que ce soit. Ouais, OK, mais c'est la valorisation, mais là, tu sais, tu dis ça, là, comme on parle, là, mais tu dis que les hommes, tu sais, c'est 80%, c'est le travail, puis là, quand le travail est pas là parce qu'ils ont une détresse, ils se font plus valoriser ailleurs, ils voient plus rien. Puis là, ça accumule, puis là, c'est là que ça peut créer des trucs. Mais là, en plus, là, avec la COVID, où le travail de plusieurs ont été touchés. What's up avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça a été super dur, là, définitivement. Pour tout le monde, ça a créé un gros déséquilibre. Nous,
dans notre jargon, on appelle ça un déséquilibre occupationnel. Ben, sur la base, toi, on aurait eu cette entrevue face à face, tu sais, on aurait eu ce podcast-là ensemble à côté. Ben, regarde, Ben oui, vive la ben COVID. ouais. Mais c'est sûr, là, puis moindrement, t'as des activités qui étaient dehors avec des gens qui nécessitaient comme... Ça a tellement changé, là, c'est sûr. Mais le travail, c'est un bon exemple. Là, 2 parents finissent par devoir travailler à la maison, télétravail, avec les enfants dans la maison depuis genre mars. Ouais. Et ça, là, t'avais ça, tu sais, puis j'avais des... C'est triste, puis c'est plate, mais j'avais des familles où la mère et le père se retrouvaient en télétravail. Puis souvent, en ce moment, c'est ça, j'ai quelques cas où c'est les femmes qui se retrouvent en dépression puis en épuisement. Mais parce que même pendant le télétravail, c'est eux qui se sont occupés plus des enfants, tu sais, en majeure partie. Même si les deux étaient à la maison puis les deux faisaient leur travail. Tu sais, tu vois, quand il y a des déséquilibres, je trouve que on fait beaucoup d'efforts, mais souvent, ça vient tellement shaker que ce qui va être là, c'est les fondations un peu socialement construites des rôles. Puis moi, je trouve que ça réveille beaucoup de choses, des situations comme ça, des situations difficiles, le monde, ça réveille beaucoup les stigmas. Mais c'est se créer des nouvelles habitudes, tu sais, comme nos habitus, exemple. Tu sais, nos habitudes, c'est tout ce qui est pris d'extérieur. Moi, je sais c'est quoi, mettons, quand je te vois, je te dis allô, je te donne la bise. Tu sais, ça, c'est notre communauté, toi et moi, qu'on se comprend, que quand on se voit, on se donne la bise, on se dit allô, on fait nos affaires, on se parle quand on a du temps, on se parle quand on mange ensemble. Puis là, tu sais, moi, je travaille la plupart du temps, mais là, en plus, ces gens-là qui ont leur couple, c'est une grande partie de leur journée, c'est de se reconstruire des habitudes nouvelles, tu sais, puis c'est difficile des fois. Hein. C'est de se regarder puis de dire qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, moi, si tu me pointes ça, puis je vois que, tu sais, on stigmatise beaucoup, c'est différent. Tu me dis qu'on stigmatise différemment par rapport aux hommes et aux femmes qui l'encaissent d'une façon différente. Mais exemple, si moi je te parle, ça c'est trop notre phase de monsieur, madame, non. Mais comme exemple, est-ce que c'est différent par rapport à des personnes avec des cultures différentes? Exemple, si tu as des personnes de cultures différentes, toi-même, tu viens d'une culture différente, tu vis la double culture toi-même, t'es portugaise de culture, tu sais. So, comme, est-ce que ça choque ça aussi des fois? Tu sais, des fois, tu sais, moi, c'est des affaires du genre dans ma communauté, exemple, on dit t'es dépressif, on dirait à quelqu'un dans ma famille haïtienne, t'es dépressif, mais la dépression, c'est dans la tête, c'est pas vrai, c'est pas une vraie maladie. C'est culturel, ça, ces affaires culturelles, c'est tough, là, des fois, pour des personnes, même si on est né ici, etc., mais on est pointé pour dire que that's a white thing, c'est un truc de blanc, ça. Malade de tristesse. T'as un homme noir, là, man up, mettre garçon sous nous, ça, c'est une façon qui dit mettre l'homme en poil. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut puncher plus quand tu rencontres ce genre de cas-là? Ah, ben, c'est... Tu sais, puis même, il y a ça, il y a la culture, que ce soit parce qu'on vient d'un pays différent qui a sa propre culture. On sait qu'entre familles, même juste chez les Québécois de souche, là, ou les Blancs, comme, ils ont entre eux des différentes cultures. Puis moi, ce que je trouve intéressant à travailler, je travaille sur la Rive-Sud. Fait que déjà, pour moi, je suis déjà dans une autre culture. Exact. Comme blanc, pas blanc, il y a genre Montréal, Rive-Sud. Et le reste du monde. Je trouve que c'est comme une autre culture, être dans la Rive-Sud. Ouais. Blanc, pas blanc, je trouve même que c'est intéressant, mes clients qui sont d'origine, qui sont ou nés dans un pays différent ou qui sont fils d'immigrants, je trouve que leur culture ressemble plus à la culture Rive-Sud. Ouais, c'est ça. Tu sais, je vois quand même des points communs avec le reste de mes clients quand je compare avec Montréal, genre. Tu sais, comme ce qu'ils trouvent difficile, des fois, c'est genre, conduire dans Montréal, non, ça me rend trop anxieux. Ouais, ok, c'est ça. Okay. Peu importe la culture. Si on revient sur, genre, tu sais, c'est le stigma derrière la santé mentale selon les cultures, mais plus selon les... Encore là, comme c'est ça, je te dis, je trouve que je peux le voir, le stigma, dans une famille qui vient de genre Châteauguay, puis qu'ils sont d'un niveau socio-économique plus faible, tu sais, ouvrier, tout ça. Le stigma, il est fort, là encore. Ils parlent pas, c'est fake, la dépression et tout. Puis tu sais, ils peuvent être blancs. Fait que des fois, je trouve ça aussi, le niveau socio-économique va parfois influencer la façon, l'éducation.
de base aussi. L'éducation, le niveau socio-économique va influencer la façon qu'on va voir la santé mentale, où on va l'apercevoir. On va être sensibilisé comment. Ouais. Mais c'est sûr qu'à à ça, tu rajoutes aussi... j'ai c'est qui que j'avais qui me... En ce moment, on a beaucoup de cas de... On a eu un partenariat avec une compagnie d'assurance qui s'attache, qui offre des services, dans le fond, là, qui assure des membres de la communauté de Kanawake. Donc, des Autochtones de Kanawake, des réserves là, qui sont assurés. Donc, ils sont en arrêt de travail, mais qui avaient comme assurance cette compagnie d'assurance-là. Ouais. Fait qu'on en a eu quelques-uns, puis là, tu viens d'avoir une sous-culture dans une culture, tu sais, comme... Exact, là, c'est fou, là. Fait que là, il y a peut-être plus de choses qu'on va pouvoir voir qui se ressemblent. T'sais, on a eu quelques clients depuis, puis il y avait des éléments qui ressortaient qui... c'était plus en lien avec... c'était des gens qui étaient en accident de travail, fait qu'il y avait des douleurs persistantes, des douleurs chroniques. Mais comment... La douleur puis la dépression, c'est jamais très loin, hein, parce que ouais, c'est ça. Quand t'as des douleurs chroniques, tu développes souvent des dépressions parce que ton corps, tu peux rien faire, tu peux moins faire tes choses, comme la COVID, ça crée, encore une fois, ça shake tes fondations, puis toutes les pressions sociales refont surface, puis c'est là que souvent ça réveille tellement c'est des moments dans la vie d'une personne comme toi puis moi qui réveillent tous les traumas d'avant, des traumas même sociaux, parce que c'est là que ça ressort, tu sais. Mais comme quoi plus, comment que la douleur est perçue, c'est si je pousse contre la douleur, je fais comme si elle existe pas, je peux pas chialer, faut que je sois plus fort, ou juste, tu sais, visuellement, si c'est des gens peut-être un peu moins expressifs au niveau visage. Fait que nous, on se base beaucoup sur l'expression visuelle pour comme dire si la personne est en douleur ou pas. Mais comme parfois, elle va être vraiment en douleur, puis ça paraît pas dans son visage. Alors que j'ai peut-être des blancs, ça paraît peut-être plus. Je sais pas. Ça, c'est des choses qui sont ressorties peut-être de ce qu'on s'est jasé comme intervenant. Là. Je dirais que c'est vraiment pas assez documenté. Puis je te disais, comme la dernière fois, que j'étais en train d'essayer de développer un genre d'atelier pour qu'on parle de ça dans ma clinique entre collègues, parce que ça arrive vraiment trop souvent que on se pose des questions, c'est complexe, c'est les cas où est-ce qu'il y a des couches de culture qui viennent jouer sur comment tu perçois ta maladie, ton arrêt de travail, tes symptômes. Fait que quand tu navigues dans la culture puis les stigmas sociaux puis comment certaines pressions sociales font leur... si t'as pas de sensibilisation face à ça, si t'es pas sensibilisé, tu vas peut-être juste te dire comme c'est un cas complexe puis c'est pas assez culturel. C'est facile aussi de dire ça, hein? C'est tellement facile de dire c'est culturel, mais oui, c'est sûr que tout est culturel à un certain niveau. Exact, là. C'est vrai. Là. Mais après, c'est juste de pousser un peu plus loin, des fois de faire un peu de recherche sur est-ce qu'il y a des choses de base qui ressortent, puis que oui, tu peux attribuer à la culture uniquement. Puis des fois, oui, ça peut être la culture, mais une conversation d'égal à égal où est-ce que tu t'es comme, regarde, moi, je connais pas ça de toi, peux-tu m'en parler? Comme, j'ai cru voir que j'ai de la misère à comprendre quand t'as mal, par exemple, parce que tu le montres pas dans ton visage. Est-ce que c'est quelque chose que t'as remarqué dans les gens autour de toi qui te ressemblent plus? Puis... En fait, c'est un défaut des gens, tu sais, c'est un défaut de notre société de voir que une personne, les personnes qui souffrent, on les voit, ça se voit, on peut l'identifier, les gens qui ont des problèmes itinérants, quoi que ce soit, on le voit avec nos yeux, alors on peut pointer ça tout de suite, mais l'affaire, c'est que, nous, on sait que c'est pas tout, ça se voit pas tout à l'œil nu directement, mais comment on peut déconstruire ça? C'est quoi les conseils que tu donnes? Parce qu'on sait que ça touche tout le monde, ça touche toutes les classes sociales, ça touche toutes les personnes de toutes les cultures, même si d'autres essaient de l'éteindre en disant que c'est pas possible, parce que c'est plus tabou dans certaines parties que d'autres. Mais comme, tu sais, si on n'intervient pas, il y a un risque de déviance possible. Ça fait que la société va lâcher ces personnes-là. Elle va rentrer dans une itinérance. Est-ce qu'il y en a qui viennent tu travailles de la Rive-Sud, si je parle de Montréal, exemple, tu sais qu'il y a des quartiers de Montréal qui sont
plus à risque que d'autres au niveau de la dépression. Les gens en dépression, exemple, ils vivent dans un HLM à Parc Extension, puis à côté, t'as Villemont, c'est pas la même affaire, là, puis c'est une clôture là, qui sépare les deux quartiers, là, tu le sais. Ouais. Tu sais, c'est fou comme tout ça peut toucher ces personnes-là, mais puis au contraire, la personne de Villemont aussi peut vivre totalement des affaires qui font en sorte que ça fait mal, puis on la stigmate parce qu'on va dire, mais non, tu viens de Ville-Montréal, t'as 2 autos, t'as une belle maison, tu peux pas être triste, tu sais, comme, tu peux pas vivre du mal, là, comme, Ben, puis ça, on stigmate encore, tu sais, on pointe en disant, mais non, toi, tu peux pas, t'as pas le droit à ce mal-là, puis la personne a mal pour vrai, puis ça la fait douter, tu sais, pourquoi j'ai mal, puis elle a de plus en plus mal, Mais ouais, puis c'est super de ta part comme d'avoir une empathie aussi pour ces personnes-là qui peuvent effectivement souffrir même s'ils ont l'argent, tu sais. Mais tu sais quoi, quand même, par contre, ces gens-là, là, puis je les encourage à aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin, mais ils peuvent parce qu'ils ont ça. Exact. Puis on vit dans une société qui devrait pas avoir des différences en termes de si t'as de l'argent ou pas, si t'as un bon emploi qui t'offre des assurances ou pas. Mais en ce moment, si t'as pas un emploi qui t'offre des bonnes assurances, tu peux pas te permettre des suivis. Il y en a pas. On en a full entendu parler dans les dernières semaines, derniers mois. Et puis ils essayent vraiment fort de... Tu sais, je sais qu'on en rajouté pour les ados, entre autres, des choses comme ça. Mais la liste d'attente qui était comme de quasiment 1 an et demi, là, pour comme... avec des suivis au CLSC, avec genre 6 suivis, quand ça fait 1 an et demi que tu es en dépression, c'est injuste. Il y a une injustice, puis juste là, il y a une discrimination. Ah ouais. Comme dans le droit à l'aide que tu pourrais avoir. Puis après, tu sais, c'est à se questionner. Pourquoi en ce moment, on a-tu besoin de plus d'aide psychologique? Parce que c'est souvent de ça qu'on parle. Après, je pense quand même qu'on pourrait... C'est souvent de ça qu'on parle. C'est souvent de ça qu'on parle. C'est partout, là. Ces temps-ci de la santé mentale. Beaucoup, on lit que le gouvernement investit pas assez dans la santé mentale. Ça devrait être un problème du gouvernement à aider les concitoyens à avoir une bonne santé mentale. On en parle souvent, tu sais. Alors, comme c'est pour ça que je trouve, et surtout en période de COVID, on vient de passer le mois de novembre de la mort, parce que la santé mentale est de plus en plus forte chez les gens, en plus, ici. Alors, il y a quelque chose à faire. C'est un problème de société. C'est un problème de société où notre... Mais moi, c'est sûr que comme travaillant en santé mentale, souvent quand j'entends, tu sais, il n'y a pas assez de suivi de services de psychologie, tout ça. Puis c'est vrai, il n'y en a pas assez. Ma question aussi, après, c'est, est-ce que c'est le seul soutien qu'on peut s'offrir comme société? Ah, OK. Ouais. OK? Parce que ma question... Ben, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que je pense qu'il y a un besoin d'avoir une approche globale autour de la santé mentale parce que c'est nécessaire puis ça peut vraiment être pertinent d'avoir des suivis en psy. Mais en ce moment, est-ce que plus que maintenant qu'il y a 15 ans, on a plus de détresse psychologique maintenant qu'il y a 15 ans? Peut-être. Peut-être. Mais est-ce qu'il y a 15 ans, on aurait été directement vers plus de suivi psy spécifiquement ou on aurait pu, il y a 15 ans, mais aujourd'hui aussi, tu sais, se questionner sur d'autres façons de s'apporter de l'aide. Parce que la santé mentale, puis la dépression, puis les troubles... Avoir un diagnostic, c'est une chose. Puis pour avoir des suivis, il faut avoir un diagnostic. Mais avant tout ça, avant d'avoir un diagnostic, il y a tellement d'étapes puis de choses qui pourraient être faites, qui pourraient être apportées parce que, premièrement, la solitude reste une des sources les plus... c'est sûr. Mais Marley, la solitude, mais la fois, comme je t'ai dit, on ne le voit pas à l'œil nu. Mais là, comment pour prévenir, exemple, le samouraï de Québec qui arrive, il vient avec le katana, il décapite les gens comme ça dans la rue. Puis là, on pense que la santé mentale, c'est la santé mentale. Qu'est-ce qu'on a plus? C'est ça que le peuple, il a fait. Ah, santé mentale, le gouvernement santé mentale, il a décapité des gens. Ouais, la personne a aucun casier judiciaire, payait son loyer tout le temps dans son appartement, fait ses affaires, il vivait tout seul. Puis bon, cette année, il a explosé, il a décapité des gens.
Mais ça, c'est quoi? On ne sait pas, comme on ne connaît pas le background du dude pour savoir Non, on ne connaît pas. Qu'est-ce qui a causé ça. Mais il y a une stigmatisation de peut-être qui vit. Exemple, pourquoi c'est dépressif de se dire que, exemple, si une femme noire qui se fait arrêter 4 fois par la police dans les 3 derniers mois pour un contrôle inutile, mais c'est sûr que ça crée une peur, puis elle ne peut pas en parler parce qu'on lui dit, mais ça arrive aux Noirs, c'est normal. Et là, elle explose. Elle décide de tirer partout, elle décide de s'isoler, elle décide de se faire vomir, elle décide de ne plus être elle-même. Mais comme ça, c'est un truc de la société qu'on catégorise ça tellement. Tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que tu reçois des jeunes, des adolescents, exemple, aussi? Peux-tu avoir des moi, non. Non, j'en ai pas des ados. C'est vraiment adulte parce qu'il faut que tu sois vraiment en arrêt de travail là, pour que ça soit vu. Mais non, fait que on n'a pas d'ados. Là, je pense. Moi, en tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Là. Est-ce qu'il y a une règle? Je pense pas qu'il y a une règle, mais on n'en a pas. Mais ça pourrait. Là. C'est pas du tout la clientèle qu'on dessert d'habitude. Mais les ados en ce moment, comme veux pas, t'as tout de suite, genre, moi, ce que j'avais trouvé vraiment le fun dans mes études, c'est nos cours de prévention. Ouais. En prévention, c'est souvent, puis quand on parle de jeunes puis d'adolescents, ben, t'es en plein dedans, là, t'es dans la prévention parce que des maladies mentales plus sévères comme la schizophrénie, puis la bipolarité, tout ça, tu as des signes, quand même des signes précurseurs qui apparaissent vers l'adolescence, vers, c'est ça, la fin de l'adolescence, début vingtaine. Puis c'est tellement, 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 tellement important que ça soit pris en charge dès le début, cette affaire-là, pour que ces personnes-là ont plus de chances de rester fonctionnelles pour le reste de leur vie, puis vivre bien. Tu peux, justement, de se rendre jusqu'à commettre ces atrocités-là, c'est tellement minime, là. Je veux dire, c'est une infime partie des gens qui vivent ces problématiques-là qui vont se rendre à ce niveau-là de je sais pas, de crime, là. C'est très rare. Plus souvent qu'autrement, ils se font mal à eux avant tout, là, parce que c'est une souffrance qui est très grande, puis c'est souvent vers eux que... Un appel à l'aide. Ben, un appel à l'aide pour certains, puis pour d'autres, c'est vraiment la maladie qui les amène à se faire du mal. Mais puis c'est là que je dis que je pense que si on était plus dans une société qui faisait de la prévention pour reconnaître des gens qui parfois se font marginaliser là, par c'est là que tu vas voir, c'est à l'adolescence, c'est le loner qui est déjà un peu dark dans son esprit, qui est déjà comme très isolé. Pas tous les loners isolés qui vont devenir ça. Mais il y a des signes, puis il y a des programmes qui visaient à, puis des études, toutes les études disent que c'est ça, comme il y a certains signes à voir, puis des programmes à mettre en place dès le début pour sensibiliser ces jeunes-là à comme être à l'affût de certains signes puis de certaines pratiques qui vont maintenir leur santé mentale ou qu'ils connaissent, puis s'ils connaissent, ils vont pouvoir aller chercher de l'aide plus rapidement. Puis c'est d'avoir des professionnels de la santé ou sociaux qui connaissent ces signes précurseurs-là, puis qui vont dans les écoles, puis qui font ce travail-là de fond avant. Mais tu te retrouves avec beaucoup moins de gens des jeunes qui se retrouvent marginalisés dans la rue, avec pas suivis médicalement, avec des problèmes sévères de psychose puis de drogue qui amènent la psychose. Tu sais, comme t'as toute cette marginalisation qui arrive quand il n'y a pas ce travail de fond qui est fait dès le début, là. Quand on parle de problèmes de maladies mentales plus sévères qui apparaissent vers ces âges-là, ce serait tellement important. C'est à 16-20 ans chez les gars, ouais, c'est ça. 18-24 ans chez les femmes, c'est tellement... Mais c'est plus secondaire où, qu'on dit, l'école a beaucoup de responsabilités parce que les gens sont mineurs. Mais là, quand t'es majeur, c'est tough. On disait aux personnes que t'es responsable de toi-même, alors c'est difficile si on t'a jamais fait de on t'en parle jamais. Quand t'es enfant, on fait des sueurs avec toi chez le médecin, chez le dentiste, tu fais tes affaires, puis à un moment donné, tu grandis, tu commences à le faire toi-même. Mais mentalement, c'est tough parce qu'on te le fait jamais, parce qu'on espère toujours que tout va bien tout le temps.
Tu sais. Puis ça va mal, mais on va pas en parler fortement en classe, on parle pas des troubles. Exemple, tu sais, comme ça peut commencer dès l'enfance d'un jeune que son nom s'appelle un nom XY, genre d'une origine différente, on n'arrête pas de massacrer son nom. Tout le temps, à point tel que ça devient une blague. Puis après, la personne elle traîne ça avec elle. Sur ça, c'est sa propre identité, là. Puis là, c'est tough, là, de jouer sur des doubles identités comme ça. Ouais, mais regarde, pour faire plaisir, je vais m'appeler un nom simple avec le commun des mortels, mais dans ma famille, tu sais, je peux pas faire. C'est tough. Ça, c'est des petites micro-agressions qui créent des problèmes en stigmatisant puis tout. Mais c'est quoi la solution avec ça? C'est de plus... Comment déconstruire ça, Marie? Hey, tu me poses des grosses questions. Non, mais, attends, juste pour que je comprenne ce que tu veux me dire. On a shifté un peu excuse-moi. Des cas. Non, mais c'est important parce que juste pour pas qu'on fasse d'amalgame entre comme, justement des jeunes qui vivent des microagressions puis qui peuvent développer une tendance à s'isoler ou à être plus marginalisés ou stigmatisés. Et puis faire confiance au système, juste avec ça. Ouais, OK. Puis, ou à la majorité, tout ça. Puis, OK, tout à fait. Parce que c'est différent de comme. Là, on parlait, juste pour faire la différence avec les jeunes qu'on parlait qui peuvent développer des maladies. Des maladies mentales plus sévères. Là. Je vais rester dans la maladie mentale, mais je me dis que la maladie mentale, en gros, c'est tout ça pour dire, tu n'es-tu avec la maladie mentale ou la maladie mentale peut se développer à cause de parcours, tu sais, autre qu'un coup à la tête, là, mais ça peut se développer socialement à cause de ton parcours de vie. Ben, ça dépend vraiment des maladies mentales. Ouais, c'est ça. C'est sûr que quand on parle de la schizophrénie puis de la bipolarité, il y a un gros facteur de génétique qui vient en ligne de compte. Fait que, tu sais, t'as beau avoir eu une super OK enfance, puis tout OK, puis tout bien, puis quand même développer ça. Après, si ça a été comme trigger par la consommation de drogue, on est ailleurs. Tu sais, la consommation, la toxicomanie, si t'es rendu là, puis que c'est ça qui a causé, tu sais, encore une fois, ça se peut que tu t'es été dans un environnement social super correct, puis t'as juste pris un truc trop genre bizarre qui t'a amené à faire une psychose une fois, puis après cette psychose-là, tu viens à développer d'autres... Tu sais, ça peut être ça aussi des fois, puis c'est moins en lien nécessairement avec des choses que tu as pu vivre dans ta vie, mais ça peut être n'importe quel jeune, n'importe qui, là, encore une fois. Mais c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque connus, comme la pauvreté, l'isolement, la marginalisation, le décrochage. Puis là encore, tu vois, c'est ce qui... Si on ramène à une des sources dont on parle beaucoup maintenant, puis quand on parle de stigmatisation, de discrimination, puis de marginalisation chez les personnes de minorité visible, ben on n'a pas de stats nécessairement qui viennent dire il y a vraiment pas beaucoup de statistiques, puis c'est dans la recherche, c'est quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'en connais-tu quelqu'un plus? Non, je ne savais pas du tout. C'est juste que je suis surpris. Jamais. Non, ben il y en a pas beaucoup, puis j'essaie. J'ai vu plusieurs points. Là. Il y en a qui sont pour faire des stats liés directement avec genre combien de... Y a-tu plus de gens qui font des overdoses de qui viennent de la communauté noire de Montréal? Je sais pas. Tu sais, comme ça peut créer aussi... C'est comme la discussion est pas... dans les gens qui s'intéressent à ça, dans les activistes, il y a même pas pas un compromis. C'est quoi le mot que je cherche? Le monde sont pas d'accord, en tout cas, à savoir s'il faut faire des stats basées sur la race ou pas. Mm-hmm. Parce que, est-ce que les statistiques qui vont révéler vont en rajouter sur les stigmas, les préjugés déjà présents? Ouais. Ou ça aide à justement connaître qu'il y a des réalités qui sont différentes. C'est vraiment pas évident. Mais voyons, Madame Da Silva, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouf, mais je sais pas. En fait, je voulais te demander, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il me semble que toi, tu serais vraiment mieux placé pour me le dire que moi. Oui, mais moi, je dirais qu'il faut le faire parce que, dans le fond, chaque culture vit sa différence. Mais en même temps, si tout le monde va être vu comme une seule culture, nous sommes tous des Québécois, des Canadiens, peu importe la couleur, nous nous voyons comme ça. Mais comme,
C'est sûr que dans les études qu'ils font sur ça, ils doivent dire, mais les personnes qui ont dit oui viennent de ces communautés-là, viennent de ces quartiers-là, dominés parce que, tu sais, ils vont dire, oui, mais à Montréal-Nord, tu sais, on va dire, la COVID, ils ont dit, par exemple, qu'on a eu plus de cas à Montréal, c'est à Montréal-Nord. Mais Montréal-Nord a plus de communautés noires haïtiennes à Montréal-Nord que tout le reste de la ville de Montréal. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les hôpitaux et dans les foyers de personnes âgées qui savent qu'ils sont à risque plus souvent que les autres. Tu sais, c'est tout ça qui explique. Ce sont des explications à ces gens-là qu'il faut qu'on les dise comme ça, tu sais. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, puis moi, c'est ça, finalement, moi, tu me demandais mon point de vue, j'en ai quand même un. Celui où je pense que c'est nécessaire qu'on sorte des chiffres, mais je pense que derrière les chiffres et leur interprétation, il doit y avoir des gens racisés pour faire du sens à ces chiffres-là, pour faire ces explications-là. Parce que si tu donnes les chiffres à genre PDG du CIUS de je sais pas où là, comme, puis que derrière les gens qui vont regarder ces chiffres-là, même si on parle de gens formés ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il y a des biais racistes quelque part, nécessairement. Des préjugés qui vont... La façon qu'on va aller chercher du sens derrière les chiffres, puis que ce soit parce qu'on connaît pas qu'à Montréal-Nord, il y a plus de gens qui travaillent dans le milieu de la santé, parce que, tu sais, si t'es pas quelqu'un de la communauté pour pouvoir aussi le clarifier ou trouver un sens à travers ça, puis expliquer la réalité, je pense que tu peux faire dire n'importe quoi à des chiffres. Puis c'est ça mon point. C'est que oui, il faut des chiffres, mais il faut faire très attention à c'est qui les demande, puis comment qu'on les interprète. Comment on les interprète. C'est ça. Ouais. Que dans le fond, il faut dire les biais tout le temps. Quand tu fais des sondages, quand tu fais n'importe quoi, il faut que tu dises d'où viennent les chiffres. Expliquer des gros chiffres, dans le fond. Tout le temps. Pas juste le mettre. C'est ça. C'est sûr. J'espère qu'ils font ça le plus souvent possible, mais c'est ça. Moi, je pense que les activistes que j'ai entendu parler de ça, c'est leur crainte principale, c'est que les chiffres confirment des préjugés, puis que ça soit utilisé par de mauvaises personnes. Ouais. Compris? Mais c'est un peu, tu sais, ton exemple, tu me disais, le nom, je sais que tu as parlé, en tout cas, tu pourrais en parler, puis m'expliquer comment tu vois ça dans ce contexte-là, mais qu'il y a plus de cas dans la DPJ qui sont issus de familles noires, tu sais, comme... Ouais, par exemple, c'est déjà... Plus de signalements. Il y a plus de signalements parce qu'il y a un clash de culture. T'sais, toute personne a le droit de dénoncer une agression faite sur un enfant. C'est notre devoir de citoyen. On peut tout dénoncer, peu importe qui on est. Si on l'a vu, on pense qu'on peut le faire. Mais pourquoi elle est faite dans les familles noires, arabes, latino, américaines? C'est parce que justement, il y a un clash de culture. Des fois, tu te demandes, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis l'enfant qui comprend pas tout aussi, qui est exposé à d'autres cultures en allant à l'école, exemple, tu sais, il voit aussi la différence qu'il va avec d'autres enfants qui vivent pas ce qu'il vit. Ça veut pas dire qu'il vit ce qu'il vit est mal, juste qu'elle est différente. Donc, la fameuse blague qu'un enfant noir va dire, ah ouais, tes parents te disent d'aller dans ta chambre. Tu sais, c'est le con comme ça. Comme, tu sais, c'est toutes les différences de même qui font en sorte que les gens ne comprennent pas. Alors, maintenant, on fait de plus en plus un devoir de dire aux gens, vous devez être conscient des cultures différentes des personnes. Il y a des limites, c'est sûr, c'est pour ça qu'on demande à des professionnels de devenir de ces cultures-là, pour qu'un jour, on ne voit plus la différence de culture. Ben, la différence, parce que on est tellement au courant que c'est rendu inné en nous dans le métier, mais ce n'est pas encore. Il y a encore du profilage racial, il y a encore des problèmes de féminin-masculin. Ah, les femmes font ci, ah, les hommes font ça. Il y a toujours ça. Puis en plus, si ces gens-là viennent de cultures minoritaires où des fois c'est culturellement très macho, entre parenthèses, mais c'est encore plus difficile. Tu sais, c'est... Mais justement, comme le fait que si tu regardes juste les chiffres, tu dis, justement, d'avoir comme justement aussi un point de vue de professionnels du milieu et racisés qui peuvent dire comme, hey, c'est pas, il y a un biais culturel parce que ça veut pas dire que, des fois il y a eu des signalements ou des jugements qui ont été portés puis que quand tu regardes le fond des choses, il y avait plus souvent qu'autrement un biais. Clairement. Ouais. Mais de pouvoir dire ça, c'est une chose. C'est vraiment pertinent qu'il y ait des gens pour faire du sens à ces chiffres-là. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait aussi comme
comme utilisation, à quoi ça nous sert d'avoir ces chiffres-là, ça nous amène comme société à se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour comme aider genre ces enfants qui sont signalés par genre leur prof blanc qui comprend pas, qui voit quelque chose qui il faut aider. Il faut aider le prof à mieux naviguer à travers ça, il faut aider les enfants, il faut aider les familles. Où est-ce qu'on vient apporter comme où est-ce qu'on agit, tu sais? Non, mais c'est exact. C'est la grosse question, c'est comment défaire ce nœud-là, comment on agit, où on agit, comment on agit. Mais je pense que c'est de plus en plus essayer de valoriser ça. En parler de ça, c'est déjà ça, parce que ça reste encore, c'est les plus, on en parle plus, mais c'est encore trop, ça fait encore trop mal. Combien de personnes, comme on pourrait dire qu'on normalise que, combien de personnes pourra demander un congé parce qu'il va voir son psy, il doit le faire en dehors de ses heures de travail, mais peut-être en dehors de ses heures de travail, il y a des grosses choses importantes à faire, ces personnes. Tu sais, c'est tough, c'est des longues journées, puis arrêter de travailler, c'est grave pour beaucoup de personnes si c'est pas approuvé par l'employeur. De venir voir quelqu'un pour parler de ses problèmes, mais je peux pas travailler, ça fait en sorte que je perds l'argent pour payer quelque chose en plus. Tu sais, c'est tout ça. Tu sais, je consulte pas parce que c'est le fun. Tu comprends? On consulte parce qu'on a besoin d'aide. Puis on est malade ou quoi que ce soit. Tu sais, on demande de l'aide. On a besoin de se faire guérir. Mais comme ça englobe, puis après, ces gens-là se font voir comme... Puis des fois, les gens qui en parlent se font voir mal aussi. Ah ouais, telle personne est partie voir un psy, c'est dommage bizarre, je ne sais pas de cette personne-là. Il est parti voir un psy, il est parti voir une ergo, il est parti... Tu sais, c'est tout... C'est lourd. Alors, comment on peut juste briser le fait que ces personnes-là ont besoin d'aide ou sont malades, mais ça ne devrait pas être mal vu. C'est ça que moi, j'essaie de faire comprendre de plus en parlant avec toi. Ça... Il faudrait conscientiser les gens autour de nous. Parler, ben ça, on le dit tout le temps. Conscientiser les gens autour de vous, parlez-en, mais comme, OK, parlez-en, mais quoi encore? Mais c'est... Ah ben, c'est sûr que c'est là, tu sais, toi, comme personne, t'as ton réseau, t'as les gens autour de toi, c'est une chose. Il y a plein de monde, tu sais, il y a des milieux qui sont aseptisés de ça, là, dans le sens qu'il y a absolument, comme, c'est opaque. Il y a personne, tu n'auras pas accès parce que c'est pas nécessairement ton réseau à toi personnel. Mais je pense que c'est là, justement, tantôt, quand on a un peu tenté, c'est quoi notre rôle comme société quand que je parle que souvent les plus grandes, ce qui va le plus à augmenter les risques de développer des problèmes de santé mentale, c'est la solitude. C'est, entre autres, comme société, peut-être de s'offrir, de demander de s'exiger en tant comme exiger par exemple aux employeurs d'offrir d'être à l'affût comme étant une source, tu sais, on est au travail genre minimum 40 heures semaine là, je sais pas là, comme les gens avec qui on travaille, les chefs, les personnes qui sont là autour de toi, tu sais, c'est à travers le travail qu'on vit là, qu'on peut vivre. c'est point barre. Fait ils ont tellement un pouvoir sur les gens, un pouvoir discrétionnaire sur comme leur vie. Tu sais, genre, il y a tellement un pouvoir majeur. Les compagnies profitent tellement de leurs employés pour survivre, puis les chefs, les PDG, ils font des bonus sur le dos de la base, là. Mais cette base-là, tu sais, elle donne sa vie, là, littéralement. Pour que quelqu'un fasse plein de cash. Puis, ils donnent leur vie, mais ils reçoivent aussi de ça. Mais quand ça va pas, puis que ça soit à cause du travail ou pas, le fait que c'est ton réseau, c'est un des réseaux principaux dans lequel on évolue, je crois qu'il y aurait un devoir moral d'être aussi un endroit, un réseau qui fait attention à la santé mentale. Ouais. Qui en parle, mais pas dans un but de productivité, là. Ça, c'est l'autre stupidité que je trouve, là. C'est que, il y a des compagnies qui peuvent parler de santé mentale, mais ils le font tout le temps dans un contexte, dans une perspective de productivité. S'ils sont plus en santé mentale, ils vont produire plus. C'est tout le temps ça.
sais, c'est la mode, là, en ce moment. Tu sais, genre, t'as Google, puis genre, tu sais, comme les horaires spéciaux, les endroits de travail. Genre, c'est beau, ça fait wow, ça fait rêver, mais c'est tout le temps dans le but d'être plus productif, là. C'est pas dans le but de faire attention à son monde, tu comprends? Mais, tu sais, je trouve que on devrait exiger des entreprises, puis des compagnies, puis quand on parle d'une entreprise ou d'une compagnie, tu sais, que ce soit public aussi, tu sais, on devrait exiger de l'employeur, qui est le réseau principal d'une personne, au final, où est-ce qu'elle passe le plus de temps, puis où est-ce qu'elle... Si elle peut pas être en train de travailler, il y a un impact direct sur sa vie, puis... Exact. C'est tellement majeur, l'impact que ça a, que ils doivent tellement à leurs employés. Je trouve qu'il devrait y avoir ce contrat moral où est-ce que... Yo, garde tes employés en santé, là, puis ta compagnie va bien aller. Des choses qui sont mises... C'est ça, des choses qui mettent en place... Des choses qui devraient être mises en place pour soutenir les employés, tout simplement, dans ce niveau-là. Que ce soit à cause du travail ou pas. Ouais, mais là, c'est ça, parce que là, on est en COVID, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'emploi. Puis là, ils sont chez eux, tu sais, comme... Puis là, comme, il y a un problème. On a un gros problème de COVID. Là, en plus, on se fait dire que vous ne pouvez pas se faire en famille à Noël. C'est beaucoup, c'est lourd, ça travaille fort dans la tête, le hamster, il est fatigué dans notre cerveau. C'est tough de se dire, OK, mais qu'est-ce que je vais faire à côté? Comme... C'est majeur, hein? Comme, ce qui fait qu'une population va être résiliente devant une crise, et que ce soit une guerre, que ce soit une crise climatique, que ce soit... peu importe, c'est l'entraide, OK? Entre autres, OK? Comme population, s'il y a une entraide, s'il un soutien ensemble, puis c'est d'être ensemble qui va nous permettre de surmonter des périodes de crise. Mais cette période de crise est tellement spéciale et unique, en ce sens où ce qui crée la crise, c'est de devoir être seul. Wow. Tu comprends? Ouais. C'est tellement spécial parce qu'on vit une crise, puis ce qui d'habitude fait qu'on, comme être humain, on surmonte. Mais on est seul, ouais. On le voit trop. On est résilient, c'est d'être ensemble, tu sais. Fait que c'est vraiment spécial. Avant, c'est vraiment spécial. On travaillait tous, on voit nos amis, mais on aimait dire, on n'avait pas le temps de les voir nécessairement parce que on est occupé pour vrai. On travaille, on fait nos affaires, on regarde nos horaires occupés, puis là, la fois que nos horaires sont moins occupés. Puis là, c'est que tu as du temps pour voir ces amis-là, mais ces amis-là, on peut pas se voir, alors ça fait mal. Ça embarque sur plusieurs. Moi, je travaille aussi dans un centre de crise. Puis j'ai des clients qui m'appellent juste parce qu'ils sont anxieux à cause de la COVID. Ils sont pas suicidaires. C'est des gens qui sont suicidaires, qui sont en trouble en crise. Puis ces gens-là, ils sont stigmatisés tous les jours de leur vie ou pensent se faire stigmatiser parce qu'ils ont un vécu de cette façon-là. Alors ils appellent pour parler, juste pour se calmer. Après des good to go, ils retournent à faire ce qu'ils ont à faire, mais moi, je me demande comment... Toi, c'est quoi? Vas-y. C'est les gens qui t'appellent parce qu'ils sont anxieux à cause de la COVID, là, t'as-tu remarqué s'il y avait-tu des points communs entre eux ou... Mais les points communs, s'ils se demandent, ils écoutent qu'est-ce qu'on leur dit de faire, ben, ils comprennent ce qu'on leur dit de faire versus quand ils voient quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'on leur dit de faire, alors ça les stresse. Ça les stresse parce que eux sont comme, là, j'ai le trouble d'anxiété qui embarque, qui est comme, mais pourquoi? Est-ce que moi, ben, là, ils se posent des questions de savoir, est-ce que je peux faire ça, moi? Est-ce que je peux pas faire ça? Mais j'ai mes choses. C'est beaucoup, ça ajoute beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Alors, ça peut devenir une panique. Et ça peut faire peur. Et ça part en crise. Mais c'est ça, t'as pas remarqué si ces gens-là, s'il y avait le réflexe d'appeler toi, d'appeler le centre, versus de parler à un proche. Oui, c'est un versus les deux. C'est comme, ils vont appeler moi si leur cercle est très petit. Ou sinon, quand tous leurs amis répondent pas, mais ils vont t'appeler. Ils sont fâchés en te disant, mais elle m'a pas répondu, il m'a pas répondu. Pourquoi elle m'a pas répondu, il m'a pas répondu? Puis ça les frustre. Tu vois toute cette situation-là. J'ai besoin d'aide. Je leur dis que j'ai besoin d'aide, puis ils me répondent pas. Personne me répond quand j'ai besoin d'aide. Mais c'est tout de suite, là. C'est là, tu comprends, là?
C'est leur dire, mais tu sais, la personne, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est occupée ou te rappelle plus tard? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle allait te rappeler plus tard? Comme, c'est tout les ramener à une réalité pour dire que ça va bien aller. Ça va bien aller. Mais comme pour vrai, ouais, cette fameuse phrase-là. Mais comme. J'aime pas cette phrase. Ouais, mais parce que c'est ça. Ça veut pas que ça va bien aller. Il faut que ça aille mieux tout de suite. Mais c'est plus ça. Leur milieu est-il fermé et pas vraiment adéquat ou en mode de leur donner une réponse? Bref, yo, girl, Marley, c'était incroyable de parler avec toi, toujours de partager nos connaissances et nos envies et nos buts. Est-ce que tu as quelque chose à me dire ou à ajouter de plus? Là? Moi, je mets ça dans le monde. Eh ben, je serais tellement ouverte à continuer à parler de la réalité des gens stigmatisés dans mon domaine, mais quand tu veux, on en reparle de plus. Il y a plein de monde il y a plein de monde qu'on a laissé à côté encore. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a encore plein de choses à dire, je pense. Ouais. Mais est-ce que, OK, mais moi, j'ai une question d'abord. Moi, c'est les gens stigmatisés dans ton domaine. OK, les gens stigmatisés dans ton domaine, là, est-ce qu'ils viennent, exemple, sont-ils toutes réunis dans le même spot de la Rive-Sud? Est-ce que c'est toute la Rive-Sud que tu recouvres ou c'est tout le Grand Montréal incluant la Rive-Sud? C'est quoi le territoire de limite que tu... Ben, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça couvre dans un trou que ça touche un quartier en particulier, un domaine en particulier ou un sexe en particulier? Aucun des trois? Non, j'ai des domaines en particulier parce que j'ai pas la région, c'est vague là. Il n'y a pas beaucoup de cliniques comme la nôtre dans la Rive-Sud. Fait j'ai du monde de partout là, sur la Rive-Sud, mais la plupart comme Brossard, Longueuil, Châteauguay, là, ce serait cette région-là. Ouais. Mais sinon, en ce moment, de la manière que notre entreprise, la compagnie pour laquelle je travaille, fait les choses, elle a fait un partenariat avec les professionnels de la santé, mais avec le CIS de la Montérégie, Est et Ouest. Donc, il y a comme un partenariat. Fait qu'eux, c'est comme tantôt, je disais que ça serait bien que les employeurs fassent attention avec leurs employés. Yes. Mais eux, ils ont comme un programme de soutien aux employés, puis entre autres avec notre clinique, fait que certaines personnes, la majorité de mon caseload, là, de mes gens, c'est des professionnels, des gens qui travaillent pour le site. Fait que, tu sais, là-dedans, t'as de tout. Hein, j'ai beaucoup d'infirmières, j'ai beaucoup de préposés, mais j'ai aussi, tu sais, c'est sûr que pour faire infirmière préposée, j'ai plus de femmes, mais sinon, tu sais, j'ai déjà eu des gens qui travaillent dans la cuisine, des gens qui travaillent à la DPJ, des TS, des psycho-aides, des éducateurs spécialisés là-dedans, les chauffeurs de la DPJ. J'ai beaucoup de ce monde-là. Tu sais, ça va être vraiment varié, là. Mais c'est ça, plus quand c'est des infirmières, des préposés, c'est souvent plus des femmes, mais j'ai quand même des hommes, là. Ouais. J'ai des hommes éducateurs, j'ai des hommes préposés. Mais c'est vraiment... Avec des gens en relation d'aide aussi, dans le domaine de la santé. C'est fou. Ouais. J'ai juste jamais eu d'ergothérapeute encore. Mais j'ai eu beaucoup d'autres. Ouais. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Plus c'est grave, plus je pense que ça va aller jusqu'à être plus capable de retourner faire leur travail. Tu sais, le but, c'est de bien aller pour recommencer à travailler sainement. Oui, il y en a plein qui retournent. Il y en a plein qui... Tu sais, notre but, c'est aussi de les... S'ils veulent retourner, puis que ça leur tente encore de vivre ça, puis malgré la réalité aussi, tu sais, il faut qu'ils soient conscients de la réalité, puis que... il y en a... S'ils veulent retourner, puis que c'est une phase, puis on développe des stratégies, puis que ça se passe mieux, pour la plupart, ça marche, puis on retourne. J'ai eu beaucoup de situations où, finalement, ils ont décidé que c'était plus pour eux, là, ou qu'ils changeaient... Des fois, ils changeaient de poste, là, parce que ils travaillaient, par exemple, de nuit. Et ça, c'était comme plus... Une orientation. C'était plus compatible avec leurs besoins. Puis ouais. Mais tu sais, c'est une des choses... Puis moi, ce que je trouve que c'est mes clients que j'ai le plus d'empathie avec, c'est mes clients qui viennent de d'autres pays, comme notamment le Maghreb. Ils sont over-educated, là, comme les docteurs. Genre, ils sont surclassés. Ils sont suréduqués, puis ils n'arrivent pas à faire... que leur diplôme n'est pas reconnu, donc ils
ils veulent quand même rester dans le domaine de la santé, si justement ils sont dans le milieu de la santé à la base. Fait que ça, j'en ai beaucoup, là, des personnes très, très éduquées qui sont adjointes administratives ou infirmières auxiliaires ou préposées. Puis que là, ils tombent en arrêt de cette job-là, alors que ils avaient dans leur pays, par exemple, une carrière plus difficile dans leurs yeux à eux. Puis là, la détresse que ça vient créer comme... Raconte, dis-moi! Mais ça, c'est eux qui m'intéressent souvent, je trouve que c'est super intéressant. Pas évident non plus, parce que derrière, tu creuses un affaire, t'enlèves une couche, là, puis là, ouf, il y en a d'autres, puis là, tu t'enlèves, puis t'enlèves. Parce que, finalement, c'est ça, c'est pas juste l'arrêt de travail là, puis genre les difficultés qu'elle a vécues là, c'est l'ensemble du parcours migratoire qu'ils ont eu, les hurdles, la honte, sont souvent seuls. Tantôt, je parlais de solitude. Combien j'en ai qui sont tout seuls? Il n'y a plus personne. Il n'y a pas de famille ici. Toute leur famille est à l'extérieur. Ils tombent en arrêt, ils ont des enfants, mais ils n'ont personne. Ils n'ont pas d'amis. Ils ne se sont pas fait d'amis dans le milieu de travail. Ouais. Ils ont dit au revoir à leurs aspirations pour beaucoup. Ils sont aigres, un peu aigris de tout ça. Puis un peu déçus. Puis là, quand c'est l'hiver en plus, ils savent pas quoi faire de l'hiver. Les pauvres. C'est vraiment pas évident, je trouve. C'est terrible. Ouais. Puis comme tu les vois des fois, je trouve qu'ils ont de la misère à nommer ça. J'en ai eu quelques-uns, tu vois, que comme moi, j'ai dû dire, regarde, moi aussi, mes parents, c'est des immigrants, OK? Je l'utilise pas souvent, ma carte. Ah non, mais pourtant, ça humanise, c'est tellement facile l'approche. Pourquoi tu l'utilises pas? Raconte ton histoire, puis après, je vais te demander pourquoi tu l'utilises pas, Marie? T'as le droit d'utiliser, c'est ton pouvoir. It's your power, utilise-la. Ben, tu sais, parce que je veux, comme, je veux pas te dire, je connais ce que tu vis, puis minimiser ce qu'ils vivent en me comparant avec moi, parce que je trouve jamais que c'est pareil, tu comprends? Fait que, comme, généralement, comme thérapeute, t'essayes de, comme, garder cette distance-là où, tu sais, je l'aurais pas dit à quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui, comme c'est ça, des fois, ça va arriver que je dis, hey, je comprends ce que tu vis, mais mes parents, c'était des immigrants, puis ils ont vécu ça aussi. Tu sais, c'est pas toujours pertinent de dire des choses comme, de dire, je comprends parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Tu sais, souvent, comme thérapeute, c'est pas nécessaire de faire ça, là. Ouais. C'est même pas toujours, c'est pas toujours cadre. Recommandé. Je reste dans ton rôle. C'est ça. C'est pas toujours recommandé de faire ça pour pas rentrer dans tes affaires, puis que la personne, elle vienne à... Tu sais, c'est pas toujours recommandé. Fait mais par contre, parfois, pour certaines personnes, quand je vois, par contre, qu'ils me disent pas tout, qu'ils me disent pas, tu sais, comme ils ont l'air pas bien, il y a quelque chose qui les déplaît, puis je vois qu'il y a une honte ou quelque chose, mais tu sais, s'il y a une distance, ça fait que souvent, puis c'est arrivé si je le sentais, je fais un peu appel à mon intuition, puis si je le sens que ça va être une bonne chose de dire comme, hey, regarde, je comprends ta réalité un petit peu, je peux imaginer que tu te sens seule, puis tu t'ennuies de tes parents, je peux comprendre ça, genre ma famille, j'ai pu le voir par les yeux de mes parents, puis je vois ce que tu veux dire. Comme, souvent, ça enlève une petite couche de séparation, puis ils peuvent là s'ouvrir un peu plus. Fait que c'est arrivé. Fait que, tu sais, j'étais sûre que Parce que leur rôle, c'est d'être forte en attendant que la famille peut-être arrive ou quelque chose. Là, on leur demande d'être vulnérables. C'est un autre rôle, ça. Un rôle qu'ils ne se sont pas habitués à recevoir, à accepter ou à avoir eu droit, tu sais, d'être vulnérable. C'est difficile, là, d'être vulnérable. Ben oui. Non, mais tu sais, tu quittes un pays pour aller chercher quelque chose de bien, puis c'est nécessairement traumatique, là, l'expérience migratoire, là. La solitude, les échecs, les obstacles, la déception, encore une fois, la solitude, c'est nécessairement traumatique pour plein de raisons. S'il y a une belle intégration, ça se passe bien, tant mieux. Puis ça se passe bien pour plein de monde. Mais justement, tantôt, quand je disais un arrêt de travail pour XXX raison, que ce soit une blessure ou une dépression ou des troubles anxieux, quelque chose qui arrive, un deuil, ça shake tes fondations. Puis
tous les construits sociaux tombent, là, ben, c'est là que tu vois, je trouve, justement, c'est cette personne qui c'est là que tu vois tous les échecs comme société qu'on a eu à accueillir cette personne, puis faire qu'elle a une vie remplie puis riche, là. Ouais. Comme, je trouve que c'est là que ça ressort. Puis des fois, c'est pas juste la société, tu sais, il y a la personne aussi, hein. La personne avant la société, c'est ça, il faut toujours dire qu'il y a la personne avant la société, c'est les personnes qui font la société, c'est pas l'inverse. Ouais. C'est vrai. Puis tu sais, c'est comme justement de voir des fois si ces personnes-là avaient déjà des difficultés dans leur avant, qui n'étaient pas bien adaptées, même avant. Ouais. Puis ils arrivent, puis ils se sentent toujours pas bien. Ben, je veux dire, c'est pas le changement qui... Au contraire, souvent, ça va réveiller comme des affaires, là. Ça peut pas plus, les démons, ils sont vraiment dans le placard, puis à un moment donné, il n'y a plus de place. C'est vrai que si t'es pas réglé ailleurs, tu viens ici, tu les amènes juste avec toi, tu les laisses pas là-bas nécessairement, tu sais. Ils ont fait le voyage aussi. Puis c'est plus tout ça à briser avant qu'il soit trop tard, avant qu'on perde des individus justement à faire des actes extrêmes, comme nous, en tout cas, pour pas les mentionner, ou qui vont perdre la vie, tu sais, parce qu'on pense que on les a échappés, tu sais, mais c'est dommage, c'est accepté, je pense que, tu sais, je me suis dit, je pense que tu te dis peut-être la même chose, c'est qu'on veut sauver le plus de monde, mais il faut accepter qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Mais on veut aider, c'est sûr, on veut être un support. Puis après, il faut du temps. Vas-y. Il faut qui sont complexes de par la complexité de la situation, mais aussi des fois, s'il y a des barrières linguistiques, rajoute ça, ou des barrières culturelles, puis comprendre, puis faire les enseignements, c'est plus long. Il n'y a pas d'omnivorisme, puis il n'y a pas de cosmopolitisme de la part des deux, mais la part de la personne qui aide, tu sais, les personnes dominantes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire? Je connais pas. Je t'explique. L'omnivorisme, c'est vouloir consommer tout. Okay. Connaître plus de choses, plus que... Tu sais, moi, j'adore le hip-hop, puis je suis un travailleur de jeunesse, mais je m'y connais dans les trucs d'adultes, prison, puis en plus, mais j'écoute du rock, de l'opéra, puis du classique, tu sais, parce que, je suis pas un expert, mais j'aime ça. Puis je suis curieux. C'est accepter ma curiosité dans mon local, dans la musique québécoise. Un peu, tu sais, comme je peux dire que j'en écoute aux fêtes, puis à Noël. Peu importe, tu sais, mais c'est ça, tu sais, mon omnivorisme, pour m'intéresser un peu. Je m'intéresse à les religions, les grandes fêtes religieuses autour de moi, les personnes qui m'entourent. Je les connais pas, je les pratique pas, mais je les connais un peu. Right? Puis à l'inverse, le cosmopolitisme, c'est aimer tout ce qui vient d'ailleurs. Connaître ce qui est étranger à nous, qui n'est pas chez moi. Alors, c'est ça. Peu importe la classe sociale. Okay? C'est intéressant. Parce que ça, c'est vrai que ça appartient à la personne. Tu sais, comme, je vais avoir une personne qui peut être issue de l'immigration, puis qui n'est pas vraiment intéressée à savoir plus ou ta manière de voir les choses. Toi, tu peux être intéressé à la voir, mais pas tant. Ça arrive, ça aussi, là. Genre, vraiment souvent aussi. Puis, je le sais de mes parents, justement, là. S'ils peuvent juste écouter leur télé portugaise pendant, genre, toute la journée, c'est ça qu'ils vont faire, tu comprends? Exact. Ils sont pas très intéressés, là. Fait que, tu sais, quand vient le moment d'aller, genre, je sais pas, comme, consulter un médecin, puis que le médecin dit « Ah, tu pourrais avoir ça », ils font comme, ben, je sais pas. Shit! Tu sais, le manque de curiosité aussi peut venir de plein d'endroits aussi, là, tu sais, que ce soit, je sais pas, mais une certaine, ça peut être le manque de l'éducation qui peut être moins grande. Ou mais vous, c'est très fait à l'intérieur, non? Si c'est une question que je peux te poser comme ça. Tu sais. C'est quoi? La communauté portugaise, c'est tout fait à l'intérieur de la communauté, non? Le plus possible. Ah, ouais, c'est comme ghetto, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme, on fait ça chez nous. Il y avait peut-être les médecins portugais, tu sais, vous allez checker ou... Ouais, ben la communauté est... Oui. Répondait le plus possible aux besoins des gens, right? Surtout pour tu sais, je veux dire, le first wave, là, comme les premiers immigrants. Mais tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, l'immigration portugaise
est beaucoup, je veux dire, ça fait, la dernière, c'était des années 90, là. Fait que, il y a eu quelques personnes depuis, c'est pas non plus, Ouais, c'est pas ça. majeur. Fait que, tous les gens, là, les jeunes, c'est moi, là, on va pas, je vais pas voir un médecin portugais, là, tu sais, Non, c'est ça. Ouais, là, vous êtes installés, vous êtes là, vous avez grandi ici. Vous avez dit vague à vos parents, vous avez dit, bon, les parents, merci beaucoup, c'était cute, mais maintenant, moi, je m'adapte Mais c'est vrai que c'est une communauté qui est très développée à son intérieur. Tu sais, tu peux aller à l'épicerie. Tu peux très bien fonctionner dans la communauté à Montréal sans savoir parler français ou anglais. Ouais, c'est ça, exact. Mes parents, ils ont pu vivre longtemps sans savoir parler ils ont très fait bien quoi, français. tes réunions de parents? Ça, c'est une conversation. Mais pour de vrai, ils ont fait quoi, tes réunions de parents après ton frère? Même? C'était moi. Ah, tu traduisais à tes parents? Ouais. Dis pour vrai, c'est toi qui devais traduire à tes parents ce que la prof disait, une chance que t'étais une bonne élève. Là. Ben, c'est ça. C'était le fun de dire, Madame Céline vient de dire qu'elle aimerait que tous les enfants soient comme moi. C'est facile. Ben, c'est ça. C'était easy, hein? On parle pas de si j'avais des troubles de comportement. Imagine, t'avais des gros troubles de comportement, puis là, c'est ça, tu vas traduire ça en portugais à ta mère. Oh my god. Ouais, c'est vrai. Conversation pour une autre fois. Oui, une autre fois, t'aurais une déclaration de la DPJ. Tu m'aurais dit, c'est une blague. Bon, mais Marly, pour finir sur ça, tu sais, moi, mon concept, c'est vu que vous êtes des héros sans cap, c'est de demander quel héros, tu serais super-héros, dans n'importe quel univers, tu serais qui qu'on connaît. Sinon, moi, je t'en attribue un. Vas-y, attribue-moi un. Je suis trop poche en héros. En passant vite de même, héros, je sais pas, mais ce serait dans un manga qui, tu serais... Non, c'est pas vrai. Tu serais dans le DC, dans les DC Comics, tu serais Black Canary. Ou, non, c'est pas vrai. Tu serais Miss Martian. Ouais. Miss Martian. Ouais, Madame Martienne. Ah! Je suis verte? Verte. Ouais. Ben, elle est cool. Ouais, cool. C'est la nièce du Martien Vert, c'est sa nièce, puis elle est vraiment cool, elle est vraiment forte. Tu sais, c'est comme la thérapeute de l'équipe des super-héros. Alors, tu sais, s'ils ont du mal, c'est elle qui est capable de rentrer dans leur tête, les aider, les accompagner. Puis en plus, le fait qu'elle est différente, tu sais, des Martiennes, elle essaie de comprendre le côté humain puis le côté martien en même temps. Alors, qu'est-ce que tu fais de si bien? Alors, pour moi, dans ma Ligue des Justiciers, tu es Miss Martian, la Martienne verte. Nice! Voilà. Cool, je vais aller m'informer sur ça. Ouais, c'est bon. Il y a une bon concept. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Chaque personne que j'envoie maintenant dans ce podcast-là, je vais leur attribuer un super-héros. Alors, ça va être ma équipe. C'est bon. J'aime ça. Tu utilises ton geekness, là. Ah, ben, pas le choix, là. C'est ça qu'il faut. Hein. C'est ma saveur à moi. Mon petit spice. C'est bon. Mais merci beaucoup, Marly. C'était Marly, Pinto da Silva, ergothérapeute. Yeah. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.